Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, montrez votre soutien. Laissez le chiffre 1 en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera plaisir. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation choc vous attend, prête à changer votre regard sur la justice. Partagez cette vidéo pour amplifier la voix des victimes et faire résonner leur combat. Une insulte odieuse au cœur de Paris. La dignité de Sophie Dubois piétinée. Dans l'écrin verdoyant du jardin du Luxembourg, un après-midi d'août baigné de lumière, l'harmonie est brutalement brisée. Sophie Dubois, 26 ans, une femme française d'une élégance discrète, est assise sur un banc de chêne, absorbée par un roman. Sa robe maxi bleu pastel, légère comme une caresse, flotte doucement au gré de la brise. Mais ce moment de paix vole en éclats lorsque deux officiers de police, Antoine Leclerc et Lucas Martin, s'approchent avec un rictus malsain. Leclerc, un homme arrogant aux préjugés venimeux, brandit son bâton de patrouille et, dans un geste ignoble, soulève violemment la robe de Sophie jusqu'à ses hanches, exposant son intimité au grand jour. Martin, complice servile, éclate d'un rire grossier, ses yeux scintillants de cruauté. Une foule de passants, figés par l'horreur, assiste à cette humiliation publique. Une vieille dame, tenant un bouquet de roses acheté au marché, laisse tomber ses fleurs, tremblante de rage. Sophie, le cœur battant, hurle de honte et de fureur, ses joues empourprées par l'indignation. « Vous n'avez aucun droit de me traiter ainsi, monstre !» s'écrie-t-elle, sa voix vibrant d'une colère incandescente. Mais Leclerc, imperturbable, ricane, défiant son audace. Ce n'est pas seulement une atteinte à sa dignité, c'est un affront à la justice, une trahison de l'uniforme qu'il porte. Cette scène, sous les yeux d'un Paris outré, allume une étincelle de révolte. Sophie, bien plus qu'une victime, est une flamme prête à consumer l'injustice. Comment une telle abomination peut-elle se produire en plein jour, dans la ville de la liberté? La scène brutale au jardin du Luxembourg, où Sophie Dubois a été humiliée par deux officiers de police, Antoine Leclerc et Lucas Martin, n'est pas seulement un acte isolé d'injustice. Elle révèle la force d'une femme dont la vie est dédiée à la lutte pour l'égalité et la dignité. Alors que les rires grossiers des officiers résonnent encore dans l'air, que les pétales des roses tombées de la vieille dame jonchent le sol, Sophie, le visage empourpré par la honte et la colère, se tient droite, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. Cette agression publique n'est pas seulement une atteinte à son corps, mais un défi lancé à tout ce qu'elle représente. Pour comprendre pourquoi cet affront est si profondément révoltant, il faut plonger dans l'histoire de Sophie Dubois, une femme dont le courage et la résilience sont forgés dans le creuset des combats sociaux et familiaux. Sophie Dubois, 26 ans, n'est pas une simple victime. Elle est la directrice exécutive d'Égalité pour tous, une organisation non gouvernementale parisienne qui défend les droits des femmes, des minorités et des communautés marginalisées. Sous son leadership, l'organisation a lancé des campagnes percutantes, des ateliers pour les femmes victimes de violences dans les banlieues, des recours juridiques pour les migrants discriminés et des manifestations vibrantes dans les rues de Paris pour dénoncer les inégalités systémiques. Sophie, avec son éloquence et son charisme, est devenue une voix incontournable dans les cercles militants. Mais ce jour-là, dans le parc, elle n'était qu'une femme seule, vulnérable face à l'arrogance de ceux censés protéger la loi. Cette ironie cruelle attise la fureur. Comment une défenseure acharnée des opprimés peut-elle être ainsi rabaissée par ceux qui incarnent l'autorité? Fille unique de Claire Dubois, la maire de Paris, Sophie a grandi dans l'ombre d'une figure politique emblématique. Claire, une femme d'origine modeste, s'est tissée au sommet grâce à son intégrité et à ses réformes audacieuses pour l'égalité des genres et la durabilité. Connue pour ses discours enflammés place de la République et ses batailles contre les conservatismes, elle est à la fois admirée et crainte. Sophie, élevée dans cet environnement, a été exposée dès l'enfance aux réalités brutales de l'injustice. À 12 ans, elle accompagnait sa mère à une manifestation pour les droits des femmes, tenant une pancarte qu'elle avait peinte elle-même. Liberté, égalité, dignité. Ce souvenir, gravé dans son cœur, a façonné sa vocation. Mais cette agression au jardin du Luxembourg ravive une douleur ancienne. Celle d'une adolescente qui, dans un métro bondé, avait été harcelée par des regards lubriques sans que personne n'intervienne. Cette fois, Sophie refuse de se taire. Sa colère, telle une tempête, menace d'engloutir ceux qui ont osé la défier. Le lien entre Sophie et sa mère est une ancre dans la tourmente.
Claire n'est pas seulement une mère, elle est une mentor, une confidente, une source d'inspiration. Lors des dîners familiaux dans leur appartement du Marais, elle discute des défis de la ville, des luttes pour la justice sociale et des espoirs pour un avenir plus équitable. Claire a toujours encouragé Sophie à tracer sa propre voie, à ne jamais se reposer sur la notoriété familiale. Le pouvoir n'est rien sans l'intégrité, lui répétait-elle. Cette philosophie guide Sophie, qui a choisi de travailler dans l'ombre, loin des projecteurs, pour donner une voix aux sans-voix. Pourtant, ce jour-là, l'attaque des officiers n'est pas seulement une violation personnelle, elle est une insulte à l'héritage de Claire, une provocation contre tout ce que la famille Dubois défend. La rage de Sophie est amplifiée par cette trahison. Ceux qui portent l'uniforme de la République, symbole de la liberté, ont souillé ses valeurs fondamentales. Un détail poignant rend cette histoire encore plus saisissante. Quelques jours avant l'incident, Sophie avait organisé une collecte de fonds pour les victimes d'abus policiers dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Elle avait passé des nuits blanches à rédiger des discours, à mobiliser des bénévoles, à convaincre des donateurs. Une jeune fille de 17 ans, Amina, lui avait confié son histoire. Agressée par un officier lors d'un contrôle d'identité, elle n'avait jamais obtenu justice. Sophie, émue aux larmes, lui avait promis « Nous ne vous abandonnerons pas ». Cette promesse résonne dans son esprit alors que Leclerc soulève sa robe. L'ironie est insupportable. Elle, qui se bat pour protéger d'autres femmes, devient une victime de la même brutalité qu'elle dénonce. Cette pensée attise sa fureur, transformant sa honte en une détermination incandescente. Elle ne sera pas une statistique de plus. Elle sera le visage d'une révolte. Ce qui rend l'histoire de Sophie unique, c'est sa capacité à transformer la douleur en action. Contrairement à d'autres, elle ne se contente pas de subir. Alors que les officiers ricanent, elle mémorise leur nom, leur numéro de badge, chaque détail de leurs visages arrogants. Elle sait que cet instant, aussi humiliant soit-il, est une opportunité pour exposer les failles d'un système qui tolère encore de tels abus. Sa colère n'est pas seulement personnelle, elle est collective, portée par toutes les femmes qui ont été réduites au silence, par tous ceux qui ont été écrasés par l'abus de pouvoir. Sophie incarne une valeur nouvelle, la résilience comme arme, la vulnérabilité comme étincelle d'une révolution. Dans ce parc, sous les regards choqués des passants, elle n'est plus seulement la fille d'une mère ou une militante. Elle est une force de la nature, prête à faire trembler les fondations d'une institution corrompue. La connexion avec la scène précédente est fluide. L'horreur de l'agression au jardin du Luxembourg n'est pas un incident isolé, mais un miroir des luttes que Sophie mène depuis des années. Les pétales de rose éparpillés sur le sol, symbole de la beauté brisée, font écho à sa propre dignité piétinée. Mais là où d'autres pourraient en s'effondrer, Sophie se redresse, portée par son histoire, son héritage et une rage qui refuse de s'éteindre. Cette agression n'est pas la fin, c'est le début d'un combat qui promet de bouleverser Paris. Que fera Sophie face à cette injustice criante? Comment sa mère, la mère, réagira-t-elle? Appel à l'interaction. Si cette histoire vous a révolté, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour suivre la suite de ce combat pour la justice. Si vous pensez que Sophie mérite plus, partagez cette vidéo pour amplifier sa voix. Et ne manquez pas la prochaine partie. Un rebondissement inattendu vous attend, révélant un secret qui pourrait tout changer. Restez avec nous, car la lutte ne fait que commencer. L'humiliation infligée à Sophie Dubois au jardin du Luxembourg n'est pas un simple dérapage. C'est le reflet d'une corruption morale tapie sous l'uniforme de ceux qui devraient incarner la justice. Alors que les pétales de rose écrasés sur le sol du parc symbolisent la dignité piétinée de Sophie et que sa colère, forgée par des années de lutte pour les opprimés, s'élève comme une tempête, l'histoire prend un tournant plus sombre. Ce n'est pas seulement Sophie qui est visée, mais tout ce qu'elle représente, l'espoir, l'égalité, la vérité. Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, il faut plonger dans l'âme pervertie des officiers Antoine Leclerc et Lucas Martin, dont les actes odieux ne sont que la surface d'une mentalité gangrenée par le pouvoir et le mépris. Leur comportement, loin d'être un accident, est une manifestation délibérée de préjugés et d'abus, une insulte à la République qu'ils prétendent servir. Antoine Leclerc, 34 ans, n'est pas un simple officier de la police municipale de Paris. Derrière son badge, rutilant, et son sourire narquois se cache un homme rongé par des préjugés racistes et misogynes qu'il dissimule sous une façade de professionnalisme. Depuis ses débuts dans la patrouille des parcs, Leclerc s'est forgé une réputation de tyran mesquin.
Il cible les femmes seules, les migrants, les jeunes des quartiers populaires, ceux qu'il juge inférieurs. Dans les vestiaires, il fanfaronne, racontant ses exploits, des contrôles d'identité humiliants, des remarques sexistes déguisées en plaisanterie, des intimidations voilées. Pour lui, le jardin du Luxembourg, avec ses allées élégantes et ses touristes, est un terrain de jeu où il peut exercer son pouvoir sans crainte. Ce jour-là, lorsqu'il aperçoit Sophie, une jeune femme raffinée lisant seule sous un arbre, une lueur malsaine s'allume dans ses yeux. Il ne voit pas une citoyenne, mais une proie, un moyen d'assouvir son besoin de domination. Sa décision de soulever sa robe avec son bâton n'est pas un caprice. C'est un acte calculé, un défi à l'ordre qu'il méprise en secret. Lucas Martin, 24 ans, est une figure plus complexe mais tout aussi coupable. Fraîchement sorti de l'école de police, il est encore malléable, impressionné par l'assurance de Leclerc, qu'il considère comme un mentor. Martin n'est pas intrinsèquement cruel, mais sa faiblesse le rend complice. Fasciné par les histoires de Leclerc, il aspire à prouver qu'il appartient à ce monde d'autorité masculine. Ce jour-là, lorsqu'il voit Leclerc s'approcher de Sophie avec un sourire tordu, une hésitation fugace traverse son esprit. Une voix intérieure lui murmure que c'est mal, mais la peur de paraître faible, de perdre la faveur de son aîné, l'emporte. Quand Leclerc soulève la robe de Sophie, Martin ne s'interpose pas. Il rit, un rire nerveux, forcé, qui trahit son malaise mais scelle sa complicité. Ce rire, comme un poignard, transperce la dignité de Sophie, amplifiant l'outrage. Martin, par son inaction, devient l'écho de la cruauté de Leclerc, un pion dans un jeu pervers. Un détail glaçant rend cette scène encore plus insupportable. Quelques semaines avant l'incident, Leclerc avait été signalé par une vendeuse de crêpes du parc, une femme d'origine maghrébine, pour des remarques obscènes lors d'un contrôle. La plainte, déposée auprès du commissariat, avait mystérieusement disparu, étouffée par un supérieur complaisant. Cette impunité a enhardi Leclerc, le convainquant qu'il était intouchable. Pour lui, Sophie n'était qu'une nouvelle cible, une femme dont la beauté et la solitude l'agaçaient, une provocation à son ego tordu. Ce qu'il ignorait, c'est que Sophie n'était pas une inconnue. Elle était la fille de Claire Dubois, la maire de Paris, une femme dont le nom seul fait trembler les puissants. Cette méconnaissance combinée à son arrogance scelle son destin. La dynamique entre Leclerc et Martin est une danse macabre de pouvoir et de soumission. Lors de leur patrouille, Leclerc, conscient de l'ascendant qu'il exerce, provoque Martin. « Regarde cette fille, elle croit qu'elle vaut mieux que nous. On va lui donner une leçon. » Martin, intimidé mais curieux, acquiesce, laissant Leclerc prendre les devants. Leur approche de Sophie, avec des pas lourds et des regards appuyés, est une mise en scène délibérée. Les mots de Leclerc, « jolie robe, voyons ce qu'elle cache », sont un venin distillé avec précision, destiné à rabaisser. Quand il soulève la robe, exposant Sophie au regard des passants, c'est un acte de violence symbolique, une déclaration de suprématie. La foule, d'abord figée, commence à murmurer. Une vieille dame serrant son sac avec fureur, un jeune étudiant filmant la scène avec son téléphone. Cette indignation naissante, comme un feu qui couve, menace d'embraser le parc. Ce qui distingue cette histoire, c'est la valeur qu'elle porte. Une condamnation sans équivoque de la culture d'impunité qui protège les abuseurs en uniforme. Leclerc et Martin ne sont pas des anomalies. Ils sont les produits d'un système qui ferme trop souvent les yeux sur les dérives. Leur acte n'est pas seulement une agression contre Sophie, mais une attaque contre les idéaux de la République. Liberté, égalité, fraternité. La colère qui monte, portée par Sophie et les témoins, est une exigence de responsabilité, un cri pour que l'uniforme redevienne un symbole de protection, non de terreur. Sophie, en mémorisant leur nom, en défiant leur arrogance, incarne une résistance qui transcende sa douleur personnelle. Elle devient le porte-étendard d'une lutte plus vaste, celle de toutes les victimes réduites au silence par l'abus de pouvoir. La connexion avec la scène précédente est fluide. Si Sophie est une flamme de révolte, forgée par son histoire et son lien avec sa mère, Leclerc et Martin sont l'obscurité qu'elle affronte. Leur comportement abject n'est pas un accident, mais le prolongement d'une mentalité toxique que Sophie combat depuis toujours à travers égalité pour tous. Les pétales de rosaise, symbole de la beauté brisée, font écho à la laideur morale des officiers, tandis que la colère de Sophie, attisée par son passé et ses promesses aux opprimés, trouve un écho dans la foule indignée.
Cette confrontation n'est que le début. Un choc entre la lumière de la justice et les ténèbres de l'abus. Quelles seront les conséquences pour ces officiers arrogants? Si la noirceur des officiers Antoine Leclerc et Lucas Martin a transformé le jardin du Luxembourg en théâtre d'une humiliation abjecte, la réponse de Sophie Dubois est une flamme qui refuse de s'éteindre. Loin de se briser sous le poids de la honte, elle se redresse, ses yeux lançant des éclairs de fureur, son cœur battant au rythme d'une indignation inextinguible. Les pétales de rose éparpillés sur le sol, témoins muets de l'outrage, semblent murmurer son nom, comme un appel à la justice. Là où Leclerc et Martin ont cru pouvoir la réduire à une victime sans voix, ils ont réveillé une guerrière, une femme dont la vie entière est une lutte contre l'oppression. Cette agression n'est pas seulement une attaque contre son corps, c'est une déclaration de guerre contre tout ce pourquoi elle se bat. Dans cet instant de chaos, Sophie incarne une vérité implacable. La dignité, même piétinée, peut devenir une arme redoutable. Sophie, à 26 ans, n'est pas une femme ordinaire. Directrice d'égalité pour tous, elle a consacré sa vie à défendre les droits des femmes, des migrants et des marginaux dans une France où les inégalités persistent. Sa voix, claire et puissante, a résonné dans les salles de conférence, les manifestations place de la Bastille et les colonnes des journaux comme Le Monde. Mais ce jour-là, face à Leclerc et Martin, elle est seule, vulnérable, son livre abandonné sur le banc. Pourtant, la honte qui menace de l'engloutir est vite balayée par une rage incandescente. « Vous n'avez aucun droit !» s'écrie-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, coupante comme une lame. Elle pointe un doigt accusateur vers les officiers, exigeant leur nom et numéro de badge. Antoine Leclerc, numéro 927. Lucas Martin, numéro 1042, lit-elle à haute voix, gravant chaque détail dans sa mémoire. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est un acte de défi, une promesse que leur arrogance ne restera pas impunie. Un détail bouleversant intensifie la tension. Alors que Leclerc ricane, inconscient de la tempête qu'il a déclenchée, Sophie sent une vague de souvenirs l'envahir. Une semaine plus tôt, lors d'un atelier à Clichy-sous-Bois, une adolescente nommée Fatou, les larmes aux yeux, lui avait confié avoir été brutalisée par un policier lors d'un contrôle. Sophie, serrant sa main, avait juré « Nous ferons entendre ta voix ». Cette promesse, comme un serment sacré, résonne maintenant dans son esprit. Être victime de la même brutalité qu'elle combat la met hors d'elle. Elle n'est pas seulement Sophie Dubois, la fille de la mère. Elle est la porte-parole de Fatou, d'Amina, de toutes les femmes écrasées par l'abus de pouvoir. Cette pensée transforme sa colère en une force volcanique, prête à faire trembler les fondations d'un système corrompu. Face à l'arrogance des officiers, Sophie agit avec une rapidité fulgurante. Ignorant leur rire moqueur, elle sort son téléphone, un geste aussi banal que puissant. Ses doigts tremblent, non de peur, mais d'une fureur contenue. Elle compose le numéro de sa mère, Claire Dubois, la mère de Paris. « Maman, c'est urgent », murmure-t-elle, sa voix brisée par l'émotion mais portée par une détermination d'acier. En quelques phrases, elle relate l'horreur, les mots obscènes de Leclerc, le bâton soulevant sa robe, le rire complice de Martin. Chaque mot est un coup de poignard, non seulement pour elle, mais pour Claire qui écoute, pétrifiée, à l'autre bout du fil. La foule autour commence à se rassembler, attirée par le cri de Sophie. Une vieille dame, celle des roses tombées, s'avance, son visage ridé crispé de colère. « Honte à vous !» lance-t-elle aux officiers, sa voix chevrotante mais pleine de défis. Un jeune homme, probablement un étudiant, brandit son téléphone, filmant la scène, tandis qu'une mère de famille serre son enfant contre elle, murmurant des mots d'indignation. Ce qui rend la réaction de Sophie unique, c'est sa capacité à transformer l'humiliation en acte de résistance. Là où d'autres pourraient s'effondrer, elle se tient droite, défiant les officiers avec une autorité qui les désarçonne. « Vous représentez la loi ? Vous êtes une insulte à la République », leur lance-t-elle, ces mots résonnant comme un verdict. Cette confrontation, sous les regards médusés des passants, n'est pas seulement personnelle, elle est symbolique. Sophie incarne une valeur nouvelle, la puissance de la vulnérabilité transformée en révolte. En défiant Leclerc et Martin, elle ne défend pas seulement sa dignité, elle défend celle de toutes les victimes d'abus, celles dont les cris n'ont jamais été entendus. Sa colère, loin d'être un fardeau, devient un étendard, un appel à la justice qui transcende le parc. La connexion avec la scène précédente est fluide. Si Leclerc et Martin représentent la corruption morale d'un système défaillant,
Sophie est la lumière qui expose leurs ténèbres. Leur acte odieux, motivé par des préjugés et un sentiment d'impunité, trouve en Sophie une adversaire implacable. Les pétales de rose, symbole de la beauté brisée, font écho à sa dignité attaquée, mais sa réponse, un cri, un appel, une exigence de justice, transforme ce moment de honte en un acte de pouvoir. La foule, d'abord spectatrice, devient complice de sa révolte, leur murmure d'indignation amplifiant sa voix. Cette scène marque un tournant. L'agression n'est plus une fin, mais le début d'une bataille qui promet de secouer Paris. Comment Claire Dubois, la mère, réagira-t-elle à cet affront? Alors que Sophie Dubois, debout dans le jardin du Luxembourg, transforme son humiliation en un cri de révolte, un nouvel acteur entre en scène, prêt à faire trembler les fondations de l'injustice. Claire Dubois, maire de Paris, n'est pas seulement la mère de Sophie. Elle est une force politique redoutable, une femme dont la voix a redessiné les contours de la capitale. L'appel désespéré de sa fille, résonnant à travers le téléphone, n'est pas seulement une blessure personnelle. C'est une déclaration de guerre contre ceux qui osent souiller les valeurs de la République. Les pétales de rose écrasés sous les pas des officiers Leclerc et Martin, symboles de la dignité bafouée, semblent appeler Claire à l'action. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une crise qui menace l'âme de Paris. Dans cet instant de fureur, Claire incarne une colère maternelle et civique, une tempête prête à balayer l'arrogance de ceux qui trahissent leur serment. À l'autre bout du fil, dans son bureau de l'hôtel de ville, Claire écoute, pétrifiée, le récit de Sophie. Chaque mot, les rires obscènes, le bâton soulevant la robe, l'humiliation publique, est un coup de poignard dans son cœur. Ses mains, habituées à signer des décrets et à serrer celles de diplomates, tremblent de rage. Claire, 52 ans, est une figure emblématique de la politique française. Issue d'un quartier ouvrier de Belleville, elle s'est hissée au sommet par sa ténacité et son engagement pour l'égalité. Ses réformes, transport public gratuit pour les jeunes, refuge pour les femmes victimes de violences, lutte contre le racisme systémique, ont fait d'elle une icône progressiste, mais aussi une cible pour les conservateurs. Pourtant, rien ne l'a préparée à cette blessure. Sa fille, son trésor, la chair de sa chair, attaquée par ceux qui portent l'uniforme de la ville qu'elle dirige. Cette trahison allume en elle une fureur volcanique, une indignation qui transcende son rôle de mère pour toucher l'essence de son être. Un détail saisissant intensifie la tension. Quelques jours avant l'incident, Claire avait présidé une réunion avec le préfet de police, Julien Moreau, pour discuter des plaintes croissantes contre les abus dans les patrouilles des parcs. Une mère célibataire de Saint-Denis avait témoigné, en larmes, d'une fouille humiliante infligée par un officier. Claire, émue, avait promis des mesures strictes. Apprendre que sa propre fille a subi un sort similaire, dans son Paris, sous son mandat, est une gifle insupportable. Elle se sent trahie, non seulement par Leclerc et Martin, mais par un système qu'elle a juré de réformer. Cette ironie cruelle attise sa colère. Comment peut-elle protéger une ville si ses propres agents sèment dans la terreur? Sa résolution, comme un éclair, s'abat sur l'hôtel de ville. Ses officiers paieront, et avec eux, tous ceux qui protègent l'impunité. Claire agit avec une rapidité fulgurante. Sans perdre une seconde, elle compose le numéro de Julien Moreau, le préfet de police. Sa voix, habituellement mesurée, est un torrent de rage contenue. Julien, 2 de vos hommes ont agressé ma fille, Sophie, au jardin du Luxembourg. Ils l'ont humiliée, violée dans sa dignité, en plein jour. Elle relate l'incident, chaque détail amplifiant son indignation. Je veux leur nom, leur badge et une enquête immédiate. Pas d'excuses, pas de délai. Si vous ne réglez pas cela, je le ferai moi-même et Paris saura ce que vaut votre police. Moreau, abasourdi, promet une action immédiate, mais Claire n'est pas apaisée. Elle sait que cette affaire dépasse Sophie. Elle touche toutes les femmes, tous les citoyens qui vivent dans la peur des abus. Sa colère, comme un feu de forêt, menace de consumer ceux qui oseraient protéger les coupables. Ce qui rend l'intervention de Claire unique, c'est sa capacité à fusionner l'amour maternel avec l'autorité politique. Elle n'agit pas seulement pour Sophie, mais pour chaque victime d'abus policiers, pour chaque voix étouffée par l'arrogance des puissants. En raccrochant, elle convoque son équipe juridique et son conseiller en communication. Cette affaire ne sera pas étouffée, déclare-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Elle envisage déjà une conférence de presse, non pour défendre sa famille, mais pour exiger des réformes radicales,
Des caméras obligatoires pour les patrouilles, des sanctions immédiates pour les abus, une commission indépendante pour enquêter sur la police. Claire transforme sa douleur en un levier pour le changement, une valeur nouvelle qui redéfinit le rôle d'un leader. Utiliser le pouvoir pour amplifier la voix des opprimés, pas pour protéger les privilégiés. Un élément dramatique ajoute à l'intensité. Alors que Claire donne ses ordres, une assistante entre précipitamment, un dossier à la main. Madame la maire, nous venons de recevoir une vidéo anonyme. Un passant a filmé l'incident au Jardin du Luxembourg. Elle circule déjà sur les réseaux sociaux. Claire, le souffle coupé, visionne les images. Sophie, debout, défiant les officiers, la foule grondant derrière elle. Cette vidéo, comme une bombe, menace d'enflammer Paris. Elle renforce la détermination de Claire, mais aussi sa peur. Elle sait que l'exposition publique pourrait blesser Sophie davantage. Pourtant, elle choisit la transparence. Publiez-la, ordonne-t-elle. Que Paris voie la vérité. Que le monde sache ce que nous combattons. Cette décision, risquée mais courageuse, fait de Claire une héroïne, non seulement pour sa fille, mais pour une ville entière. La connexion avec la scène précédente est fluide. Si Sophie a transformé son humiliation en révolte, Claire élève cette révolte à une échelle politique. Les pétales de rose, symbole de la dignité brisée, trouvent un écho dans la fureur de Claire, qui refuse de laisser cet outrage impuni. La foule indignée du parc, avec ses murmures et ses vidéos, devient le prélude à l'action de Claire, qui porte leur colère au sommet du pouvoir. Cette affaire n'est plus seulement celle de Sophie, elle est celle de Paris, une ville qui exige justice. Quel sort attend Leclerc et Martin face à cette tempête? La fureur de Claire Dubois, maire de Paris, a transformé l'appel désespéré de sa fille Sophie en un ouragan politique, prêt à balayer l'injustice qui a souillé le Jardin du Luxembourg. Alors que la vidéo de l'agression, capturée par un passant, enflamme les réseaux sociaux, révélant l'arrogance d'Antoine Leclerc et Lucas Martin, une machine judiciaire se met en marche, implacable et inexorable. Les pétales de rose écrasés, symbole de la dignité piétinée de Sophie, semblent maintenant flotter dans l'air, portés par un vent de révolte. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une mère défendant sa fille, c'est celle d'une ville entière, Paris, qui exige que l'uniforme de la police redevienne un emblème de protection, et non de terreur. Dans cette tempête de colère, les deux officiers, jadis si arrogants, découvrent que leur pouvoir illusoire s'effondre face à la justice qu'ils ont défiée. L'enquête, déclenchée par l'ordre de Claire, est menée avec une rapidité foudroyante. Julien Moreau, préfet de police, conscient que l'incident menace la crédibilité de son institution, dépêche une équipe d'élite de la Brigade des Affaires internes, dirigée par la commandante Élise Renaud, une femme réputée pour son intégrité et sa fermeté. Arrivée au Jardin du Luxembourg, Renaud trouve une scène encore vibrante de tension. Sophie, droite comme une statue, les yeux rougis mais brûlants de détermination, une foule de témoins, dont la vieille dame aux roses et l'étudiant vidéaste, prêts à témoigner, et Leclerc et Martin, désormais pâles, leur rictus moqueur remplacé par une panique palpable. Renaud, avec un calme glacial, ordonne aux officiers de remettre leurs badges et leurs armes. « Vous restez ici. » « Pas un pas de plus, » déclare-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Cette image, deux officiers déchus, dépouillés de leur autorité, est un premier coup porté à l'impunité. Un détail dramatique intensifie l'indignation. Lors des premières auditions, Renaud découvre un rapport troublant. Leclerc avait été impliqué dans une affaire similaire un an plus tôt, lorsqu'une étudiante étrangère avait signalé des attouchements lors d'un contrôle dans le parc Monceau. La plainte, comme celle de la vendeuse de crêpes, avait été classée sans suite, protégée par un réseau de complaisance au sein du commissariat. Cette révélation, comme une bombe, fait voler en éclats l'image de Leclerc comme simple dérapage. Il est un prédateur, un homme qui a prospéré dans l'ombre d'un système laxiste. Martin, quant à lui, avoue, la voix tremblante, qu'il savait que l'acte était mal, mais qu'il a suivi Leclerc par peur de perdre sa place. Ces confessions, arrachées sous la pression de l'enquête, attisent la fureur collective. Comment un tel monstre a-t-il pu porter un badge? Comment un jeune officier a-t-il pu trahir son serment par lâcheté? Les preuves s'accumulent rapidement. Le témoignage de Sophie, précis et poignant, est corroboré par ceux de la vieille dame, de l'étudiant et d'une joggeuse qui a tout vu. La vidéo virale, désormais visionnée par des milliers de Parisiens,
montre Leclerc soulevant la robe de Sophie avec un sourire pervers, Martin riant à ses côtés. Face à cet arsenal, les officiers n'ont d'autre choix que d'admettre leur faute, bien que leurs excuses, bredouillées dans la panique, sonnent creuses. Nous ne savions pas qui elle était, balbutie Leclerc, comme si l'identité de Sophie justifiait leur acte. Cette tentative pathétique de se dédouaner ne fait qu'amplifier la colère. Leur crime n'est pas d'avoir visé la fille d'une mère, mais d'avoir violé la dignité d'une femme, d'une citoyenne, sous les yeux de Paris. Julien Moreau, après consultation avec Claire Dubois et les juristes de la ville, prend une décision sans précédent. Compte tenu de la gravité de l'incident, harcèlement sexuel, agression physique, abus de pouvoir, conduite indigne, il prononce une sanction immédiate. Antoine Leclerc et Lucas Martin sont révoqués à vie de la police municipale. De plus, ils devront suivre des formations obligatoires sur l'éthique, les droits humains et la lutte contre la discrimination, sous peine de poursuites pénales. Cette mesure, annoncée lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville, est un coup de tonnerre. Claire, présente aux côtés de Moreau, déclare, la voix vibrante de rage, « Ces hommes ont trahi leur serment, leur ville, et chaque femme qui marche dans nos rues. Paris ne tolérera pas l'injustice. » La foule dehors, rassemblée spontanément, scande le nom de Sophie, transformant l'indignation en un cri de solidarité. Ce qui distingue cette résolution, c'est la valeur qu'elle porte. Une justice rapide et transparente, non pas pour protéger l'élite, mais pour restaurer la confiance du peuple. La révocation immédiate, couplée à la menace de poursuite, envoie un message clair. Personne, pas même ceux en uniforme, n'est au-dessus de la loi. Sophie, en assistant à la conférence depuis les coulisses, sent une lueur d'espoir percer sa douleur. Cette victoire, bien que personnelle, est aussi celle de Fatou, d'Amina, de toutes les victimes qu'elle a juré de défendre. La vidéo virale, loin d'être une simple preuve, devient un symbole. Une arme citoyenne contre l'abus, un rappel que la vérité peut triompher. La connexion avec la scène précédente est fluide. Si Claire a transformé sa colère en action politique, cette action trouve son aboutissement dans l'enquête et les sanctions. Les pétales de rose, symbole de la dignité brisée, sont maintenant portés par un vent de révolte qui culmine dans la révocation des officiers. La foule du parc, avec ses témoins indignés, trouve un écho dans la foule devant l'hôtel de ville, unissant la voix de Sophie à celle de Paris. Cette justice, bien que partielle, marque un tournant. Un pas vers un système où l'uniforme sert et non opprime. Comment Paris réagira-t-elle à ce précédent? Appel à l'interaction? Si cette quête de justice vous a bouleversé, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Partagez cette vidéo pour faire entendre la voix de Sophie et de toutes les victimes. Et restez attentifs. La prochaine partie révèle un secret qui pourrait bouleverser l'avenir de la police parisienne. Ensemble, faisons résonner ce cri pour la justice. La justice, tel un éclair, a frappé Antoine Leclerc et Lucas Martin, leurs badges arrachés, leur carrière pulvérisée sous le poids de leur infamie au Jardin du Luxembourg. Mais ce châtiment, bien que rapide, n'apaise pas la blessure profonde infligée à Sophie Dubois. Il allume un brasier d'indignation qui embrase Paris. Alors que les pétales de rose, symbole de sa dignité piétinée, semblent danser dans les mémoires, une vague de colère collective déferle sur la ville. Ce n'est plus l'histoire d'une femme humiliée. C'est le cri d'une communauté qui refuse que l'uniforme devienne synonyme de terreur. Dans cette tempête, la révolte des Parisiens, amplifiée par une révélation inattendue, transforme l'incident en un symbole de résistance contre l'abus de pouvoir. La vidéo de l'agression, diffusée à des millions, devient une arme redoutable. Sur les réseaux sociaux, les hashtags #Justice pour Sophie et Awesome Plus Jamais ça dominent, portés par des citoyens de tous horizons. Une manifestation spontanée éclate place de la République où des étudiants, des mères de famille et des militants d'égalité pour tous brandissent des pancartes. Non à la brutalité policière. Une vieille dame, peut-être celle des roses, s'avance, sa voix chevrotante criant « Paris ne se taira pas ». Ce soulèvement, vibrant d'une fureur contenue, dépasse le cas de Sophie. Il ranime les blessures d'autres victimes, Fatou, Amina, des anonymes, dont les plaintes ont été étouffées. La colère, comme un feu de forêt, menace de consumer les vestiges d'un système qui protège les abuseurs. Un détail saisissant intensifie l'émotion.
Une lettre anonyme, glissée sous la porte du siège d'égalité pour tous, révèle que Leclerc avait un complice haut placé qui couvrait ses exactions. Cette bombe, bien que non confirmée, fait frémir Paris. Sophie, en lisant la lettre, sent une rage nouvelle. L'injustice ne se limite pas à deux officiers, mais à un réseau de corruption. Cette découverte transforme son combat en une croisade pour démanteler un système vicié. La valeur de cette révolte réside dans son universalité. Elle unit les Parisiens, non pas autour de la fille d'une mère, mais autour d'un idéal, une police au service du peuple, non de ses propres vices. La connexion avec la scène précédente est fluide. Si la révocation des officiers a marqué une victoire, la réaction de la communauté l'élève en symbole. Les pétales de rose, portés par le vent de révolte, trouvent un écho dans les pancartes et les cris Place de la République. Sophie, soutenue par Paris, devient l'emblème d'une lutte plus vaste. Quel secret la lettre anonyme révélera-t-elle? La révolte qui a enflammé Paris, portée par la voix de Sophie Dubois et l'indignation collective Place de la République, transcende l'incident du Jardin du Luxembourg. Ce n'est plus seulement une affaire d'humiliation, c'est une leçon brûlante sur la puissance de la vérité face à l'injustice. Alors que les pétales de rose, souvenirs de la dignité piétinée, s'effacent dans les mémoires, un nouvel élan naît, celui d'une ville déterminée à ne plus tolérer l'abus. La lettre anonyme, révélant un réseau de corruption lié à Leclerc, devient un catalyseur, attisant une fureur qui exige des réformes profondes. Cette affaire, comme un miroir, expose les failles d'un système et rallume l'espoir d'un Paris plus juste. L'histoire de Sophie enseigne une vérité implacable. Aucun pouvoir, aussi intimidant soit-il, ne peut étouffer la voix d'une victime soutenue par sa communauté. La vidéo virale, les pancartes brandies, les cris de la vieille dame résonnent comme un verdict. L'uniforme doit servir, non opprimer. Un détail poignant intensifie l'émotion. Sophie, lors d'une veillée à égalité pour tous, allume une bougie pour Fatou et Amina, jurant que leur combat vivra. Cette promesse, vibrante de colère et d'espoir, incarne une valeur nouvelle. La solidarité comme arme contre l'injustice. Paris, marqué par ce scandale, s'engage à réformer sa police, à écouter les opprimés, à faire de la dignité un droit inaliénable. Le combat de Sophie continuera-t-il à changer la ville?